Quelles sont les propositions contemporaines? Il y en a un grand nombre, bien entendu. Moi, j'en vois 4. La première position, qui était jusqu'il y a quelques années dominante en Occident, c'était le déni de la crise. S'il n'y avait pas le problème du climat, je ne suis pas sûr que la crise... Vous pouvez avoir une lecture strictement darwinienne des cultures. La culture dominante tue les autres. Bah, voilà, c'est la vie. Vous entendez ce genre de rapport, hein? Bon. Autrement dit, le déni de la crise dans la protection de l'altérité. Par contre, le problème de la crise du climat, c'est que, d'une part, elle est interne à la société moderne, et d'autre part, elle menace la société moderne. Enfin, il est quand même de notoriété publique et établi actuellement. Je prends une société française pour ne pas prendre les autres, puisque c'est les plus proches, mais Total a consacré des millions de dollars pour soutenir des recherches et distiller des nouvelles qui allaient à l'encontre de la prise de conscience du défi climatique. Hein, il y a Trump, mais il n'y a pas que Trump. Hein. Total, c'est la porte d'à côté. Donc le déni de la crise est encore très présent. Moi, je participe, figurez-vous que je suis un des 200 experts officiels du Conseil supérieur de la santé. Bon, ben vous allez là dans des débats avec des techniciens, mais je me dis, mais enfin, ces mecs, ils vivent en 1970. Je dirais même avant 1970. Le concept de crise de modernité, ça ne les effleure pas. Deuxième attitude, c'est le retour de religieux, qu'on trouve partout. Hein, c'est vrai qu'on pose spontanément à l'islam, mais il y a un intégrisme catholique, il y a un intégrisme protestant. Hein, prenez toute la problématique du darwinisme et regardez les lectures fondamentalistes du darwinisme, et comme prof de philo en faculté de médecine, je vous assure que j'ai eu parfois quelques accrochages. Les profs de sciences qui travaillent dans d'autres... Je sais qu'il y a des profs de sciences qui n'osent plus aborder ce genre de questions dans leurs cours. Pour sauver leur peau, là. On ne peut pas leur reprocher. Donc le retour du religieux. Au fond, il y a un discours religieux qui essaye de prendre acte du fait. Il ne parle pas de crise de la modernité. Il parle d'échec de la modernité. Et c'est un discours qui est beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Et notamment dans les mouvements protestants américains, on est dans des dynamiques, si vous voulez, où le concept de modernité, le rejet de Darwin est toujours très, très significatif. Ce n'est pas seulement une étroitesse d'esprit sur le plan conceptuel, hein, je reviendrai éventuellement là-dessus, c'est aussi un refus de la société moderne. Troisième attitude, c'est la postmodernité relativiste. Alors il faut bien voir, si vous voulez, que c'est un courant paradoxal. C'est la postmodernité, je dis relativiste, parce que pour moi, la postmodernité, c'est relativiste. Si elle n'est pas relativiste, alors on est dans une modernité plus complexe, je reviendrai là-dessus. Mais il faut bien voir que l'idée d'un certain nombre, l'idée d'un certain nombre d'intellectuels qui défendent la postmodernité relativiste, c'est de se dire, quand on voit les dégâts faits par le concept de vérité universelle, faits par le concept de bien universel, faits par une sorte de démocratie que l'on impose parce qu'il veut. Donc, vous voyez, l'idée est d'une attention extrême accordée à la différence. Laissons tomber tous les grands récits. Hein, c'est le concept de grand récit. Les grands récits, ça fait allusion à Hegel et à Marx. Mais n'empêche, le concept de progrès, le concept de modernité, c'est aussi un grand récit. D'accord ? Donc, l'idée, c'est je prends l'aspect intellectuel de ces gens. Hein, et je pars de l'a priori qui sont de bonne volonté, j'ai presque envie de dire. Et il y en a. Hein. C'est de se dire, laissons tomber tous les grands récits qui sont porteurs de toute façon de domination et de pouvoir, accordons toute l'attention qu'il faut à la différence et construisons un monde pluriel où chacun vit comme il veut, hein, en se mettant d'accord sur des conventions minimales pour ne pas se taper dessus, quoi. Grosso modo, pour dire les choses simplement. C'est pas stupide. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas stupide comme intuition théorique.
Mais à côté de l'intuition théorique, il y a de la mise en œuvre pratique. Parce que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas non plus d'erreur. Et n'importe quelle connerie a même statut qu'un énoncé de vérité. J'ai été très étonné. L'histoire surprend. Un des bonhommes qui m'a le plus surpris, moi, parce que je donnais cours là-dessus, bien entendu, je parlais de postmodernité relativiste, je ne m'attendais pas à connaître dans ma vie un président des États-Unis qui soit postmoderne relativiste, alors même qu'il n'a lu aucun philosophe. Mais ses collaborateurs proches, c'est tout autre chose. J'ai entendu de mes oreilles une de ses porte-paroles dire à propos de la question du climat, justement, et du GIEC, nous avons une autre vérité. Comment voulez-vous construire un monde si vous laissez tomber tout statut privilégié au discours scientifique? Du temps de Trump, de la même manière. Le Ku Klux Klan. Il faut quand même le faire, hein, le Ku Klux Klan. Dans certains lieux, on se demande s'il existait encore. Le Ku Klux Klan fait des manifs pour le racisme dans les États du Sud. Le président des États-Unis dit « Nous sommes dans un lieu de liberté d'expression ». Troisième caractéristique, et qui là me semble tout à fait fondamentale. Ça rejoint la naïveté, si vous voulez, des intellectuels qui défendent cette posture, me semble-t-il, relativiste, mais c'est que la vie sociale est faite de rapports de force. Chez Kant, le droit, c'est la meilleure médiation contre la violence. L'histoire de la Belgique nous montre ça. On est 3 communautés culturelles qui se bagarrent depuis 150 ans, il n'y a quasi pas eu de mort. On se bagarre dans le Parlement, c'est à ça que ça sert. On a la constitution la plus compliquée du monde. Mais il n'y a pas de mort. C'est ça le pari de la démocratie. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que le pari de la démocratie, c'est pas seulement donner la voix au peuple au moment des élections. Le pari de la démocratie est un élément de la modernité, laquelle modernité fait confiance en la raison, et laquelle modernité fait confiance dans la raison capable de déterminer des valeurs. C'est la raison pour laquelle, sans citer la modernité critique, on parle d'une confiance critique en la raison. Eh bien, la confiance critique en la raison, c'est une manière de dire « nous restons modernes, mais nous voulons une modernité critique ». Ça veut dire quoi une modernité critique? C'est une modernité qui prenne en compte les apprentissages de l'histoire. L'histoire nous apprend qu'une confiance aveugle dans une raison omnipotente a amené des catastrophes. Je ne veux pas parler ici du marxisme, mais quand même, 6 millions de morts, c'est pas mal non plus. Or, ça a à voir avec la modernité, mais c'est assez complexe. Mais quand même, je veux dire, ça fait partie du bilan. Si au moins il y avait une alternative, mais l'alternative était d'une part moderne et d'autre part tout aussi mortifère. D'où le choix que l'on a posé au niveau de la Fédération de l'enseignement supérieur et l'école de promotion sociale et des écoles des arts, c'est effectivement de miser sur un rapport, une confiance critique en la raison. Ça veut dire quoi, une confiance critique en la raison? Eh bien, première chose, c'est déjà reconnaître qu'il y a plusieurs usages de la raison. Il y a plusieurs usages de la raison. Et ces usages de la raison ont des caractéristiques différentes. L'usage épistémique de la raison, c'est la raison en tant qu'elle vise la connaissance. Mais force est de reconnaître que la raison, quand elle vise à la connaissance, elle nous mène pas mal, hein. C'est comme un grâce à elle qu'on va sur la Lune, et regardez tout le bilan des sciences. Mais c'est quand même faramineux. Je veux dire, si vous placez sur le plan de la connaissance, d'accord ? Le bilan scientifique est quand même extraordinairement positif. Cependant, je vais d'abord expliciter les 3 rationalités, puis je développerai chacune d'elles entre elles ensuite. Parce que c'est la structure de nos textes, en fait, si vous dites. La rationalité épistémique, c'est donc la visée de la connaissance. La rationalité herméneutique, c'est la visée de la signification.
Mais l'herméneutique ne cherche pas à répondre à la même question que la science. Que puis-je espérer? Vous savez, Kant, il est très compliqué, Kant. Il n'y a qu'un texte où il est lumineux, j'ai presque envie de dire, c'est quoi la philosophie? C'est la philosophie, c'est une démarche qui essaie de savoir que puis-je connaître, que dois-je faire, que puis-je espérer? C'est les trois grandes questions philosophiques. C'est les trois grands usages de la rationalité. Que puis-je espérer? Qu'est-ce qu'on fout ici sur Terre? C'est quand même une question qui n'est pas anodine. Il y a toutes les traditions qu'on veut, mais la question relève d'une rationalité herméneutique. Troisième question, c'est la question éthique. Que dois-je faire?